Je suis Ibrahim Théolam, chef d'entreprise depuis une vingtaine d'années. J'écris des ouvrages sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes en Afrique et j'enseigne. Je suis très passionné de transmettre mon savoir-faire et mon savoir-être partout dans le monde. Quelles sont les étapes ou expériences qui ont marqué votre évolution en tant qu'entrepreneur? J'ai eu la chance d'avoir été formé d'abord au Sénégal avant de me perfectionner en France. Au Sénégal, j'ai eu l'opportunité d'apprendre et surtout les valeurs africaines, notre culture, notre tradition. Et ces éléments m'ont façonné quand je suis arrivé en France parce que tout simplement, c'était une logique d'étudier et de me confondre avec la population française et le fait d'avoir été entretenu sur nos valeurs a été un grand succès. J'ai fini un parcours d'école de commerce et naturellement, je migrais vers la création d'entreprises parce que dans ma personnalité, il fallait identifier ce jeune qui avait envie d'apporter, d'innover, de créer. Et logiquement, c'était sur quoi j'étais prédestiné, l'entrepreneuriat. C'est ce que j'exerce comme métier jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer l'École supérieure de développement du leadership à Dakar, ainsi que le réseau Kiné Incubateur dans plusieurs pays africains? J'adore transmettre. J'apprécie un environnement où la formation prenne le dessus. J'ai été formé dans des grandes écoles. J'ai eu la chance de bénéficier d'une formation de qualité. Je voulais transposer cela dans mon continent. Et j'avais commencé par le Sénégal avec une école supérieure. Et l'idée, c'était de donner l'opportunité aux jeunes de bénéficier d'une formation haut de gamme. Et cette formation soit ancrée sur les valeurs locales, sur les schémas de développement de notre territoire. C'est-à-dire identifier des axes sur lesquels des jeunes peuvent être formés pour être employables, pour être utiles à la communauté. C'est ce qui m'a motivé à créer cette école. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer l'École supérieure de développement du leadership à Dakar, ainsi que le réseau Kiné Incubateur dans plusieurs pays africains? En France, j'accompagne des projets. J'accompagne également des entreprises sur des missions de conseil. J'ai eu la chance de former des cadres et dirigeants d'entreprises en France et en Afrique. Et j'ai été toujours intéressé par ce don de soi, cette possibilité de partager un savoir-faire. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui avaient des difficultés à tracer leur voie, qui avaient d'énormes difficultés pour comprendre de l'idée au projet quels sont les différents schémas. Je me suis investi dans la création d'incubateurs et je pensais que c'était l'Afrique qui en avait plus besoin. C'est pourquoi je me suis installé dans ces différents pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso. Voilà, l'idée c'est d'accompagner toujours des entrepreneurs et l'idée c'est également de leur offrir un espace de travail dédié qui peuvent leur permettre d'avoir en tout cas des espaces conviviaux qui vont leur donner l'opportunité de travailler d'arrache-pied pour concrétiser leurs affaires. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le leadership et l'entrepreneuriat. Quel est selon vous le leadership spécifique dont l'Afrique a besoin pour soutenir une croissance durable et inclusive? En matière de leadership, je vais donner l'exemple de Thomas Sankara. Lorsqu'il a été président, il a prouvé en 4 ans qu'il était possible de s'engager pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est ça un leadership. Comme leadership, je peux citer Nelson Mandela. Après 27 ans de prison, redéfinir avec un contexte précis un pays pour le mettre sur les rampes d'un développement harmonieux. Je peux parler d'autres exemples, mais ce sont ces 2 figures qui me viennent à l'esprit. J'ai voulu personnaliser parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup impacté notre vécu et grâce à ces personnes, on affiche le courage d'affronter la réalité africaine. Bravo en tout cas par rapport à leur façon de faire qui ont donné des résultats tangibles. Maintenant, quand on parle de livres et on met en lumière les leaderships, ce que j'ai voulu faire à travers les livres, c'est d'écrire de sorte qu'une personne qui me lise puisse préparer son propre chemin, puisse prendre en main sa destinée,
puisse se préparer avec sa puissance personnelle. Je ne crois pas à une main extérieure qui peut me guider à travers des schémas pour que je réussisse. Je crois plutôt à ce que j'ai dans mon fort intérieur, qui me permet de me déplacer, qui me permet de construire mon projet avec des efforts personnels et qui me permet de me prendre en charge moi-même. Donc, globalement, ce qu'on recherche au niveau des livres, ce sont des éléments qui permettent à tout un chacun de préparer son parcours. Comment accompagnez-vous les entreprises dans leur transition vers une croissance durable et quelles sont, à votre avis, les clés pour réussir cette transition dans le contexte africain actuel? En Afrique, les entreprises que j'accompagne, je me base sur 3 éléments. Un bon diagnostic pour comprendre le besoin et une analyse de l'environnement et surtout faire des échanges avec les différents acteurs. Ces 3 éléments sont fondamentaux pour que je puisse élaborer un document de proposition. Mais ce que j'ai pu constater en accompagnant plusieurs entreprises africaines en Afrique, c'est que souvent on travaille sur des process occidentaux et que les populations qui sont dans cette logique de travailler avec ces process ne sont pas familiers dans ces types de formats. Et ça cause problème également parce qu'on me demande de faire comme les Occidentaux, or nous avons une réalité locale. Ce sont des choses à corriger également. Il y a un autre élément quand même qui me vient à l'esprit, le fait qu'on veut tout faire en nous identifiant comme les autres. Une entreprise africaine est une entreprise africaine avec sa base africaine, avec son ancrage local. On n'a pas besoin forcément de faire comme une entreprise française, ni comme une entreprise chinoise, ni comme une entreprise américaine. On a notre éducation, on a notre culture, on a notre façon de faire, mais construisons tout le schéma en direction de ce que nous avons comme identité. Un troisième élément pour finir, les entreprises qui sont les plus, en tout cas, admiratives, ce sont des entreprises où les personnes qui les ont créées et qui les dirigent, on peut les identifier comme des championnes, des personnes championnes, qui n'ont rien à voir avec des personnes qu'on peut qualifier de businessmen, qui tournent dans les différents bureaux des ministères pour avoir des contrats illicites, pour avoir des marchés douteux, et surtout profiter de leur carnet d'adresse pour accéder à un certain privilège, sans rien avoir avec l'entrepreneuriat. En tout cas, si je devais choisir, je préfère cette catégorie qui se bat au quotidien et qui entreprend, et cette catégorie qui fait quelque chose. Contrairement à la deuxième catégorie qui profite de leur carnet d'adresse pour faire des affaires dans notre continent. Et ça, il y en a beaucoup malheureusement. On a peu d'entrepreneurs et beaucoup de personnes supposées entrepreneurs qui sont qualifiés de businessmen, qui n'ont pas d'entreprise solide, mais qui ne font que profiter des avantages de notre nation. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs africains qui souhaitent se lancer dans le monde des affaires et réussir dans un environnement aussi dynamique que complexe? La première chose qu'un jeune ne doit pas faire, c'est de suivre nos exemples de politiciens qui n'ont pas de boulot, qui changent de veste de régime en régime, qui se recyclent comme des produits de l'environnement. C'est une chose à ne jamais faire. Et ces types de politiciens, si on ne les accueille pas dans un nouveau régime, ils deviennent des chômeurs, ils n'ont plus de l'argent à donner, ils n'ont plus ces privilèges. Et ces politiciens, leurs enfants, j'ai du mal à voir leur développement parce qu'on ne peut pas construire un parcours sur du néant, sur du vide, sur du faux. Donc j'ai fait exprès de démarrer sur cet aspect en disant aux jeunes de ne pas miroiter quelque chose qui n'est pas durable. J'ai vu dans mon quartier qu'il y a des jeunes qui ont eu des ascensions fulgurantes en devenant politicien professionnel. Je veux me mettre dans la politique pour avoir des avantages. Non, ce n'est pas comme ça. Construis ton parcours. Aie un métier. Exerce ce métier, gagne de l'argent, vis. Si tu es engagé pour faire de la politique, il faut que ça soit une conviction forte. S'il n'y a pas ça, on ne parle pas ni de passion, ni d'engagement.
Donc, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Connaître son environnement. Et en connaissant son environnement, il faut intégrer cette analyse du cadre de vie, le sens de l'observation, la curiosité intellectuelle, la lecture, comprendre le pourquoi du comment. Et si on a la chance en tant que jeune de comprendre notre environnement, on peut définir des projets en relation avec les besoins de la communauté. Je peux me rendre compte que telle population a besoin de tel service, je peux créer cette entreprise qui offre ce service. C'est ça l'analyse de l'environnement, la maîtrise de notre contexte, la maîtrise de notre cadre de vie, c'est-à-dire maîtriser l'écosystème. Les Blancs maîtrisent bien notre écosystème, c'est pourquoi ils nous vendent tous les produits dont nous avons besoin pour vivre. Au-delà de la maîtrise de l'environnement, c'est de se préparer soi-même et de compter sur ses propres épaules pour réussir. Compter sur soi-même est l'élément fédérateur de toute réussite. Troisième élément, compter sur son entourage proche, les mobiliser pour réussir son projet. Si les parents ne sont pas d'accord, il y a un problème. Si votre entourage proche n'est pas d'accord, il y a un problème. Faites tout pour rassurer vos proches en leur montrant que le chemin que vous avez emprunté est le bon. Donc, vous pouvez brillamment exceller. Maintenant, normalement, l'État a un rôle à jouer pour le développement de l'entrepreneuriat. Si l'État frappe devant votre porte, tant mieux. Mais si l'État ne vient pas, tant pis. Foncez, allez-y. Rien ne s'est créé sans effort. Rien ne s'est créé sans travail. Rien ne s'est créé sans engouement. Et ces éléments-là, il faut les rassembler dans un cocktail. Il faut les boire et vous préparer. La route est proche. Tout dépend de qui vous êtes, ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Mon mot de la fin est réservé à mon prochain ouvrage qui sortira d'ici 2 mois sur Thomas Sankara, une personne qui m'a fasciné. J'ai pris beaucoup de temps à méditer sur lui. J'ai même implanté une activité au Burkina Faso parce que je suis fan de Thomas Sankara. Je voudrais que nos dirigeants, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, de prendre le temps d'étudier ce que voulait faire Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les impacts? Qu'est-ce qui peut être appliqué dans sa vision de l'entrepreneuriat, dans sa vision de promotion des femmes, dans sa vision d'inclure les masses populaires dans la gestion du pouvoir? En 4 ans, il a réussi des miracles. En 4 ans, il a fait des choses extraordinaires. J'ai eu la chance d'étudier ce modèle, cette figure emblématique, et j'ai hâte que ce livre sorte pour partager des réflexions inédites, des choses qui ne sont pas connues de son parcours. J'ai eu la chance d'être proche de certaines personnes qui m'ont filé certaines informations. Et j'ai eu aussi l'opportunité de préparer le projet pendant 6 bonnes années. Donc, c'est mon mot de fin. Ça porte sur cette référence gigantesque, ce monument inébranlable et cette personne qui m'inspire autant. Nous pouvons suivre ses conseils et ses recommandations.